Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, fin de l'été, début de la saison de l'automne, on pourrait dire. Là. Comment ça va? Ça va bien. Ça a été un été quand même mouvementé un peu partout au Québec. En tempête, il y a eu la fin de la grève en juin. Après ça, on a essayé de régler un paquet d'affaires. La tempête, les débris, il y a des syndicats qui n'ont pas réglé avec le gouvernement, etc. La rentrée parlementaire va être assez quelque chose. Puis nous, on a décidé aujourd'hui de faire une émission spéciale. Oui. On va appeler ça une émission de la rentrée. Ben oui, tout à fait. On a reçu quand même beaucoup de gens là, qui nous approchent, certains auditeurs qui nous recommandent des gens qu'ils aimeraient entendre à l'émission. On s'est dit, on fait toujours une revue de l'actualité, on fait nos intéressants, mais pourquoi pas faire nos intéressés cette fois-ci? Fait qu'on vous propose aujourd'hui une programmation de 4 invités, que des entrevues d'entrepreneurs vraiment intéressantes. On commence avec François Daigle-Bérubé, qui s'auto-proclame là, un self-guru made man. Un self-made coach en succès. On vous révéler tout de suite le secret. En fait, c'est un personnage, François Daigle-Bérubé. C'est en fait Anthony Vandram, qui est PDG de l'entreprise Poche et Fils, qui est une entreprise de vêtements, de t-shirts basée à Montréal. Il incarne ce personnage-là. Vous pouvez le retrouver sur les médias sociaux, dont Instagram, le FDB_CEO. Et c'est hilarant. Donc, on le retrouve dans l'émission aujourd'hui. On a Laurence Archambault, la fondatrice de Opal, qui est une entreprise qui va fabriquer des maisons là, dans la région de Lanaudière. Très, très beau projet. Très beau projet, communautaire, tout ça. Les maisons sont pas cher, là, c'est quand même à peu près 500 000 $, mais on sait qu'avec les prix du logement actuellement, c'est la nouvelle moyenne des propriétés au Québec. On a Josiane Lapierre de compterecevable.net. Je sens que Phil, il va bien l'aimer, celle-là. J'ai un petit hunch, comme on dit en bon français. Bien on va aussi accueillir Cédric Lafrance et Luc Giguère. Ce sont deux individus là, qui ne sont pas associés, je pense, mais ils créent ensemble un nouveau programme d'accélération pour les entreprises qu'on appelle scale-up, c'est-à-dire des entreprises qui ont déjà un modèle d'affaires, déjà des revenus et qui veulent vraiment passer à la prochaine étape. Cédric Lafrance est fondateur d'Accélère, qui est un cabinet conseil. Luc, c'est un entrepreneur là, très connu en série au Québec. Ils se mettent ensemble avec le cabinet d'avocats Fasken et donc on va tout savoir là-dessus. Bref, on est vraiment content, évidemment, de vous présenter cette émission spéciale. On vous réitère que si jamais vous avez des entrepreneurs dans votre entourage, si vous avez des gens que vous voulez entendre à l'émission, que vous voulez qu'on invite, on est très ouvert, on aime ça, vous le savez, couvrir super large, Phil et moi, que ça aille de la manufacture au service professionnel, des fois même des gens intrapreneurs, etc. Fait qu'envoyez-nous vos recommandations, vos questions, vos commentaires, on est tout oui. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous écrire studio@cube.radio ou bien Phil, tu le sais, nous trouver sur les médias sociaux. Phil fait une petite pause de Facebook. Là. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, mais tout ça pour dire qu'on est évidemment très accessible. Merci d'être à l'écoute, puis on se retrouve dans un prochain segment dans un instant. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. C'est un personnage assez singulier de la scène business au Québec. François Daigle-Bérubé est coach en succès, un self-made man, pourrait-on dire. François, merci d'être avec nous à l'émission. Ouais, ça fait vraiment plaisir de venir partager mon knowledge. Ben, c'est ça qu'on voulait entendre, évidemment. Tu es quand même une personnalité de plus en plus visible là, en termes de business au Québec. Peux-tu peut-être nous expliquer là, ton parcours, d'où vient ton succès, toi qui es coach en succès, justement? Ouais, ben en fait, ça remonte à loin. Hein. Moi, c'est très jeune, mettons, souvent, on s'identifie un peu avec nos bons coups, nos succès, mais ce qui nous rend unique, c'est plus nos petites manies, nos petites faiblesses, nos imperfections. Puis ben moi, c'était la douance. Donc, je souffre de douance. Et ce qui fait que toute ma vie, j'ai grandi avec cette petite roche dans le soulier-là. Et à une manière, j'ai réalisé que si je voulais avancer plus vite, ben il fallait que j'arrête de me faire ralentir par le groupe et j'allais vouloir les aider.
Vous comprenez? Fait que là, j'ai décidé de vulgariser des concepts vraiment complexes pour eux, pour que je trouvais que le monde overthinkait. Moi, je veux les amener à penser moins, même à dépenser. Dans le fond, ça, c'est penser à l'envers, parce que c'est en dépensant que tu peux devenir riche. Puis donc, dis-nous, c'est quoi quelques exemples de concepts là, que tu as explorés puis partagés là, avec tes... Bon, ben une des affaires qui revient souvent, c'est des gens vont me parler, puis là, je vais leur dire, tu viens d'où? On fait un exemple, t'habites où en ce moment? Candiac. Candiac, puis ça, c'est chez vous, Ouais. je gage? Ouais. Bon, mais ça, c'est une première erreur, parce que tu vois, on dit go big or go home, mais si t'as pas de maison, tu peux juste go big. Fait que c'est en mettant des concepts comme ça qui fait que... C'est tout un concept. C'est ça, exactement. Fait que moi, je vulgarise, dans le fond. Je ramène ça à la base. T'es souvent considéré comme un gourou de l'entrepreneuriat sur les Ouais. réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dis à tes admirateurs qui t'écrivent? Comment tu les aides dans leur transformation? Ben souvent, je vais les challenger. Je vais souvent leur dire, écoute, moi, c'est simple, c'est gratuit. Tu perds de l'argent à pas prendre mes formations parce que dans le fond, ça te coûte 500, mais si vous êtes 10, je vous montre comment faire 5000. Fait que dans le fond, tu perds de l'argent à pas l'apprendre. Fait que c'est un peu ça. C'est plus des éveils, des prises de conscience que je les amène à avoir. Tu sais. Est-ce qu'ils te posent beaucoup de questions, les gens, sur les médias sociaux? On te suit Quand même, depuis moi- quelques mois. C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent, mettons, des entrepreneurs? Ben, ils me posent des questions beaucoup sur des techniques de hedging parce que ça, c'est quelque chose que je parle souvent. Là. Tu sais, moi, on entend souvent les cold plunge pour essayer de contrôler Se garrocher dans l'eau froide. se garrocher T'es bon dans l'eau là- t'es bon froide. là-dedans. Non, mais ça, c'est super bon, mais quand même, plus loin que ça, si vous voulez augmenter votre contrôle de vos pulsions, c'est le hedging, qui est la rétention séminale. Et là, moi, c'est ce que je propose. Là, c'est normal de rire parce que ça, c'est les premiers réflexes quand, quand on entend une avancée. Tu sais, au début, on a l'air fou, mais après ça devient common sense. Ça, c'est très primitif comme réaction. Mais si vous faisiez le hedging, ben là, vous tomberiez plus dans votre encéphale. Bref, un peu moins cerveau Fait que de la reptilien. rétention séminale, c'est ça Exactement. le premier truc. Mais en fait, tu m'as demandé les questions qu'ils me posaient, puis vu que j'amène ces nouvelles techniques-là, un peu champ gauche, mais j'ai beaucoup de questions. Tu sais, Ok. C'est quoi, selon toi, les opportunités dans le marché actuel? C'est avec l'économie, l'inflation, les taux d'intérêt, ils sont où les opportunités? Oui, en ce moment, ce que je vois là, beaucoup, c'est une grosse tendance vers les économies circulaires. Tu sais, on voit des entreprises qui prennent des fruits moins beaux pour les transformer en jus ou leur donner un nouvel... Mais là, ce qui fait que ça a vraiment augmenté la demande des fruits moins beaux, faisant augmenter le prix. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je m'approvisionne de fruits beaux, je les magane et je les revends à ces entreprises-là. Je fais un peu de l'arbitrage, mais de fruits et légumes, dans le fond. Écoute, quand j'étais jeune, moi, j'ai déjà vu des personnes âgées qui lancer une canette, une canne de poids, tu la lances à terre. C'est poqué et moins cher. Ah oui, hein? Très bien. Ça, c'est futé. Tu vois, ça, c'est ils l'avaient plus dans le temps avant qu'on était ça, c'est une tous dans nos technique écrans. digne de FDB, là, quand même. Là, oui, ça, c'est très bon. Ouais. Sinon, d'autres conseils que je donne, c'est le sommeil intermittent. Tu sais, on parle de comment qu'on appelle ça, de diète intermittente, mais moi, je parle plus de sommeil intermittent parce que si on veut avoir plus d'heures dans une journée, donc maximiser nos opportunités, il faut s'attaquer au plus grand mobilisateur de temps, qui est le sommeil. Donc, moi, au lieu de dormir 8 heures, je vais faire 8 siestes de 15 minutes réparties sur ma journée, et là, je gagne 6 heures. Donc, je prends de l'avance sur la compétition. J'ai comme 2 journées par jour. Très intéressant. Tu as raconté évidemment dans plusieurs tribunes là, des moments formateurs de ton parcours. Ouais. Tu dis que tu es un self-made man. Ouais. C'est quoi le self-made là, dans ce parcours-là? C'est quoi, mettons, un ou deux moments marquants là, de ton parcours qui t'ont amené là, à vraiment tout comprendre ce que tu sais aujourd'hui? Ouais, la fois que j'ai fait mon premier 100 000 je l'ai fait, j'avais 8 ans. J'étais au primaire, puis je remarquais que les élèves, après leur année scolaire, se débarrassaient de leurs fournitures. Et il y avait beaucoup de cahiers Canada à moitié écrits ou écrits à mine. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ça, j'ai récupéré ça, j'ai effacé et j'ai revendu ça aux parents. Un peu moins cher qu'un neuf, mais toujours avec une super forte marge de profit. Ah ouais. Et jusqu'à temps que Bureau en gros appelle, parce que je leur faisais de la compétition, ils m'ont
mis un chèque devant moi, puis c'est le même que j'ai fait. Fait que ça, c'est un peu mes premiers pas. Un chèque de 100 000. Exactement. Ben, en fait, ils m'ont dit, écris le montant que tu veux, puis c'est là que j'ai eu une leçon, c'est que le premier qui parle en négociation perd, puis je pense qu'avoir su, j'aurais pu demander plus. C'est un faux pas, mais on apprend, tu sais. Ouais. Puis là, t'as fait quoi avec ce 100 000 $-là, mettons? Ben là, j'ai réinvesti ça dans différentes business. Ultimement, j'ai parti une entreprise qui s'appelle Garage 360. Garage 360, ça l'a inspiré un paquet de business d'ici. Hein. On pense au Cookit, HelloFresh, tous les business de subscription box, les abonnements mensuels. Mais ça, c'est un abonnement mensuel pour ta vente de garage. Fait qu'il n'y a rien de plus plate qu'une vente de garage où il n'y a pas d'items à vendre. Fait qu'en t'abonnant à ça, tu reçois à chaque mois des nouveaux items à vendre pour ta vente de garage. Ce qui fait que tu fais la folie dans le quartier. Ouais. Puis donc, à la fin de l'année, tu peux te faire la meilleure vente de garage. Exactement. C'est la maison la plus populaire de ton quartier. Exact. On vit une vaste crise du logement au Québec. Il y a une dimension business là-dedans, une dimension économique. Est-ce qu'il y a une piste de solution signée FDB à des situations complexes comme ça? Ben, comme j'ai dit, le côté go big or go home pour avoir de maison, ça, on l'entend déjà, première chose. Sinon, moi, c'est sûr que je trouve ça plate un peu. Des fois, on lance des rushs aux propriétaires. Moi, je suis plus du genre à typer mon landlord pour le travail qu'il fait, pour le risque qu'il prend. Je vais souvent bonifier à 15 ou 18 le loyer. Ton propriétaire. Exactement. Ouais. OK. Puis tu le fais de toi-même. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Fait que t'as pas de parc immobilier, toi, François? Là, non. Moi, je suis plus dans ce qui est tangible. OK, mais un parc immobilier, c'est assez tangible. Oui, mais moi, je vais être plus dans l'économie de la connaissance. Quand je te vends un immeuble, je le perds. Mais quand je te donne une connaissance, ben là, elle se multiplie. Tu comprends? Moi, je l'ai encore. Je perds jamais, dans le fond. C'est un effet multiplicateur. Exact. C'est quoi ton meilleur coup à vie? Un de mes meilleurs coups, je pense que c'est le lancement de mon premier livre, qui est le premier audiobook imprimé, en fait. Fait que moi, je suis un immense consommateur de livres. J'aime apprendre, mais j'aime les livres papier, mais j'aime pouvoir entendre les livres. Donc, j'aime les livres audio. Je les écoute souvent à x2, à x3. Honnêtement, plus vite c'est, mieux c'est. Si je pouvais les écouter à vitesse du son, je le ferais. Et là, ce qui arrive, c'est que j'ai combiné ces deux technologies-là et j'ai créé le premier audiobook imprimé. Chaque page est un code QR que tu scannes pour avoir une vidéo de moi qui t'apprend quelque chose. Puis il y a même une section journaling. Je ne sais pas si vous écrivez dans un journal des fois. Non. Oui. Non, tu scannes le code QR, tu arrives sur une page, tu l'imprimes et là, tu peux écrire tes pensées du jour, tes objectifs, etc. Et ça, c'est best-seller déjà, c'est même pas encore sorti. Le journaling, c'est une pratique fréquente dans ton univers? Oui, dans le milieu des affaires, oui, c'est important de domper ses idées, voir plus clair. Oui, tout à fait. Puis on fait quoi avec ça après, mettons? T'as-tu des flashs, des fois, en journalant des idées? Oui, il y a certains flashs qui vont popper, des fois des idées de business et tout, mais pour ça, il faudrait que je fasse signer peut-être un NDA, puis peut-être qu'on pourra voir après. Là. Ouais. Peut-être mieux de ne pas en parler en ondes, finalement. C'est quoi le plus grand secret là, pour si on veut devenir FDB demain matin? Là, comment on accède à ton niveau là, de maîtrise de l'univers des affaires? Ouais, tu sais, moi, je commencerais par démissionner. Tu sais, si vous êtes chez vous ou en voiture en ce moment, je suggère toujours de démissionner parce que ça, c'est un gain de 4% rapide, dans le fond. Tu sais, on cherche à faire des gains à la bourse, à gauche, à droite, mais ça, tu as 4% direct. Boom. Une fois que tu as ce 4%-là, je l'investirais dans des formations, justement. Donc, une formation, ça peut être avec moi, évidemment, mais qui vont vous permettre d'avancer un peu plus loin. Fait que souvent, c'est ça la première étape que je donne, c'est de devenir le CEO de votre propre vie. Tu sais. Tu te balades dans quel genre de moyen de transport, FDB, dans la vie de tous les jours? Rien de trop fancy. Là. C'est une Lamborghini Huracan de 2024, mais c'est maudit pareil parce que là, le gars qui le fuel, il a mis celui du milieu, là, pas du super. Il a mis le bleu. Puis là, ça comme, je connais pas la mécanique, là, mais il s'est passé, en tout cas, fait que là, c'est au garage, je me ramasse avec un Honda HR-V. Mais ce que j'aime quand je roule là-dedans, c'est que ça me permet de me mettre dans la peau
du monde ordinaire, puis de comprendre leurs réflexes, leurs mécanismes pour mieux leur vendre des choses par après. Très bien. 3 conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur s'il nous écoute? 3 conseils. Drop out de l'école. Le plus vite possible. Le plus vite possible sera le mieux. Parce que mais en plus, j'ai écrit un autre livre aussi qui s'en vient là-dessus. C'est l'importance d'être street smart over book smart. C'est un livre qui va sortir puis qui t'apprend tout ça. Et le deuxième conseil, ça serait de me suivre sur les réseaux sociaux, FDB_CEO sur Instagram. Puis le troisième conseil, c'est de ne pas écouter les conseils de n'importe qui. C'est vraiment de choisir qui tu vas écouter. C'est assez méta, vraiment. Et puis, on va pouvoir te voir dans un grand rassemblement là, bientôt. C'est peut-être le côté gourou qui ressort, François, mais... Je voudrais pas... Non, je dirais pas gourou. Par contre, c'est un des plus gros événements pour le Québec Inc. On reçoit entre 5 et 700 personnes de la communauté d'affaires. Ça se passe le samedi 28 septembre prochain à la salle des Îlets du Cégep Marie-Victorin. Ça commence à 5 heures. C'est un 5 à 7 réseautage. Your network is your net worth. On le sait, hein? Tu es la somme des personnes qui t'entourent. Viens rencontrer la crème du Québec. Et ensuite, ça se poursuit sur scène avec 1 heure de conférence inspirante de moi, l'Aigle, où je vous partage la recette du succès. La conférence s'appelle 2C, les 2 lettres au cœur du mot succès. 2C, ça me fait tout de suite penser à C2, là, qui était une conférence d'affaires. Oui. Comment tu compares ces événements-là, mettons, avec l'événement du 28 septembre? C'est mieux. C'est mieux, ouais. OK. Avec des budgets puis tout ça qui vont être conséquents, j'imagine? Oui, exactement. Ben, on investit surtout dans, encore une fois, l'économie du savoir, mais il va y avoir des activités qui se passent durant le 5 à 7. Et encore une fois, il y a des trucs que vous allez apprendre là. Vous allez sortir, vous ne les aurez pas assimilés encore. Ça va peut-être popper dans le char, ça va peut-être popper dans 6 mois, dans 1 an, mais ça vaut la peine parce que, je le dis, moi, je veux être mon idiot de demain. Je veux me regarder puis me dire, aïe, aïe, j'étais là, j'avais tellement pas de rendement, mais regarde-moi aujourd'hui. C'est un message d'espoir que j'envoie. Un message d'espoir et de rendement. Exactement. On pourrait dire. Peut-être un titre d'un prochain livre, éventuellement. Oui, ça serait bon. Très bien. On est plein de bons conseils. Éventuellement, tu nous consulteras. François Deck-Bérubé, je rappelle donc que tu es un self-made coach en succès. Écoute, il faut que je mémorise la séquence de mots. Tu es donc en spectacle, tu es en conférence, formation, 5 à 7, Network is your network, le 28 septembre. Ça commence donc à 5 heures, si je comprends bien. On peut acheter des billets pour accéder à cette grande conférence-là. Vous allez directement sur le site web de la salle des Îlets, ou sur ma page Instagram, dans les liens en bio, il y a le lien directement pour acheter des billets. Faites vite, on a déjà 360 billets de vendus sur 500 places. Il y a les billets C-Suite pour les gens un peu plus fortunés, qui vient avec une copie du livre et un col roulé. Ensuite, les billets mentorés, puis au balcon, les billets les cassés. Et voilà. Il n'y avait pas une question de billets sur la scène? Oui, il y a 2 billets sur scène qui s'appelaient To the Top, To comme 2. Ouais. Ils sont déjà vendus, des billets à 150 $. C'est parti très vite. To the Top. Pour en rajouter? Ce que je pense rajouter, c'est un billet à 500 $, si tu écoutes le show dans un cold plunge toute la soirée. François Deck-Bérubé, merci d'être venu à l'émission. Merci à vous, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On parle souvent de la crise du logement, on parle souvent de logement, on parle souvent d'immobilier. C'est un show d'économie, de gestion, de management. Puis s'il y a bien un enjeu qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, ces dernières années, c'est celui-là. Évidemment, on a toujours l'occasion de parler avec des experts, plus rarement avec des gens qui font de l'immobilier. Donc, on a le grand plaisir d'accueillir Laurence Archambault, qui est fondatrice de Opal, qui est un projet de maison, de plusieurs maisons, maisons plurielles, dans la Naudière. Bonjour, Laurence, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci, je suis contente d'être là. Ben, ça fait plaisir. Bon, écoute, donc, parlons-en du fameux milieu de l'immobilier. C'est un milieu qui souffre depuis quelques années. Vous avez une piste de solution. Bon, 22 maisons. Je ne sais pas si ça va changer l'aiguille complètement, mais parle-nous un petit peu de ce que c'est Opal puis de ce que c'est ce projet de maison. Oui, bien en fait, je te dirais que c'est plus un projet de chalet. Donc, je ne sais pas si je peux dire que j'ai une piste de solution au logement et à la crise du logement. Mais effectivement, donc c'est un projet de communauté de chalets, de 22 chalets à construire. Puis, les gens deviennent propriétaires de leur terrain, de leur chalet, mais aussi copropriétaires
propriétaire d'un gros lot, d'un lac, une rivière puis des bâtiments communs à partager. C'est un projet aussi qui c'est vraiment une communauté. Là. Exactement. C'est vraiment une communauté. C'est ça qu'on veut créer. Puis on veut se différencier de comme acheter un chalet dans le bois où tu passes tes fins de semaine à l'entretenir. On veut que les enfants se connaissent, que les gens jouent ensemble. Puis c'est ça, vraiment créer une communauté. Ça ressemble un peu à ça. Puis le domaine de l'immobilier, si tu me poses la question, moi, j'ai travaillé en immobilier pendant longtemps. Puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent avec des valeurs différentes. Donc, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose qui se démarque puis qui respecte un petit peu plus le client. Puis les gens, c'est comme le cœur du projet, je dirais. Justement, comment tu es arrivé avec cette idée-là de créer cette communauté-là? Là? Écoute, c'est fait à part, là, by the way, dans ma jeunesse, il y avait un endroit à Saint-Adolphe-d'Howard qui s'appelait le domaine Miramont. OK. C'était peut-être 50 chalets, mais que tu pouvais les louer. OK. Sauf que tu louais ça pour l'été, mais là, t'apprenais à connaître ton voisin. Puis là, il y en a qui étaient là pour tout l'été. Moi, je retournais parce que je faisais du football, etc. Mais peu importe, je trouvais ça extraordinaire. Puis j'ai jamais revu ça ailleurs. Alors, je suis juste content de voir qu'il y a un projet à feu domaine Miramont qui n'existe plus aujourd'hui. Non, mais effectivement, c'est comme des souvenirs d'enfance vraiment extraordinaires, les communautés comme ça. Puis moi, j'ai 2 enfants, puis ça vient un petit peu de là aussi, de comme cette communauté-là, on dirait que ça s'est perdu avec le temps puis que les gens sont comme isolés. Puis quand t'as des enfants, t'as comme besoin qu'ils jouent avec d'autres mondes, qu'ils connaissent d'autres mondes puis qu'ils grandissent en dehors de toi. Mais sinon, à part ça, je suis comme tombée sur un terrain dans la Nodière. Je suis vraiment tombée en amour. Il y a un lac, il y a un bord de rivière puis j'ai eu le goût de faire un projet là-dessus, un projet différent. Puis je me suis juste lancée comme ça, étape par étape. Et donc là, t'as cassé ton cochon et t'as acheté un immense terrain avec 2 lacs, comme d'où vient l'argent? Oui, mais en fait, je te dirais que j'ai dû être créative. Puis encore aujourd'hui, ça vient d'un peu partout. Je suis allée tirer de l'argent à plusieurs endroits. Tu sais, j'ai un prêt avec des jardins. J'ai aussi emprunté de l'argent à des gens que je connais. J'avais quand même aussi de l'argent. J'avais déjà des petits investissements immobiliers. J'ai 2 prêteurs privés aussi extraordinaires. C'est rare qu'on entend ça, mais ils sont comme vraiment gentils, vraiment généreux, même impliqués, je dirais, dans leur communauté. Fait que c'est un peu de tout. C'est ça. J'essaie de trouver des idées créatives pour avancer. Puis là, j'ai réussi. Donc là, le terrain est acheté? Oui, le terrain. Pas ici si c'était pas... s'il n'y avait pas au moins une promesse d'achat. Vous en êtes où, justement, dans le projet? Y a-t-il des... lotissement, etc. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à réserver? Comme, dis-nous, est-ce que c'est quoi l'évolution, là, actuellement? Oui, ça fait 3 ans et demi là, que j'ai acheté le terrain. Donc, je suis passée à travers toutes les étapes, là, autant avec la municipalité de Chertsey, les permis, projet intégré, le lotissement, le notaire, le syndicat de copropriété. Donc, tout est vraiment fait. Okay. On a commencé la route aussi cette semaine, puis on a déjà 2 réservations de terrain. Donc, ça va bien, c'est en place, ça part. Fait que c'est ça. C'est à combien de temps de Montréal là, pour nous donner, Chertsey? C'est 1 heure de Montréal, donc c'est vraiment pas loin. Ouais, même que moi, j'habite à Montréal, dans Antique, puis c'est vraiment pas long. Là, je vais en hélicoptère. Oui, c'est très intéressant. Donc, évidemment, c'est dans la nature, c'est loin de la civilisation, c'est le concept un peu du chalet. En même temps, il y a la dimension communautaire. Là, on a vu ces derniers temps des orages, des ouragans, des verglas, des trucs. Est-ce qu'il y a des mesures, justement, pour cette communauté-là, ces gens-là, pour être un petit peu plus protégés? Tu sais, tu construis du neuf, là, dans le fond. C'est quoi ta réflexion, justement, sur... C'est pas juste un shack dans le bois, c'est aussi une place où les gens vont vouloir habiter. Il y a des enjeux avec l'énergie, avec tout ça. Effectivement, on a fait un gros travail en amont avec une spécialiste en écologie qui s'appelle Geneviève Dubuc. Donc, on a pensé le terrain au complet, puis on a implanté les chalets un à un dans un endroit regroupé où, effectivement, c'est surélevé. C'est quand même loin du lac aussi. On protège 2,5 millions de pieds carrés de forêt et le lac. Il n'y aura pas d'habitation là-dessus. Fait qu'on les condense au même endroit, puis on pense à l'écologie dans toutes nos décisions. Ouais. Les maisons sont, on pourrait dire, presque dans les standards d'aujourd'hui, peu chères, là, mais bon, ça reste beaucoup de sous. Là. C'est presque 500 000 là, ce que j'ai pu voir. Là, donc, 495 000 c'est, bon, je ne sais pas si c'est pour toutes les bourses, surtout si c'est une résidence secondaire. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont en faire une résidence primaire? J'aimerais ça, c'est possible. Donc, je dirais que dans nos clients cibles, il y a potentiellement des gens retraités ou semi-retraités qui voudraient
l'habiter une partie du temps, mais effectivement, on offre aussi la gestion locative court terme pour plusieurs raisons, mais je pense qu'avoir un chalet que tu utilises comme 10 à 20% du temps puis que tu payes des frais exponentiels, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Puis avec le locatif court terme, on ouvre aussi les portes du projet à plein de monde puis à toute la population. Très intéressant. Puis là, donc, il y a des aspects collectifs. Là. Il y a même une maison, je sais pas quoi, un bâtiment, en tout cas, commun. Exact. Il y a une plateforme de yoga, il y a des lacs. Ça veut dire qu'il y a des frais de copropriété? Oui, effectivement, il y a des frais de copropriété. C'est un petit obstacle psychologique, peut-être, pour certaines personnes? Ben oui, puis non, je te dirais que c'est pas si haut que ça. Tu sais, les bâtiments vont déjà être construits, déjà payés, fait qu'après ça, c'est un peu d'entretien. Mais non, c'est pas des montants astronomiques. Puis on a fait la route aussi pour qu'elle soit petite. Comme je vous disais, les chalets sont condensés, fait que il y a pas énormément d'entretien de route, de déneigement. C'est vraiment moins gros que des frais d'entretien d'un chalet que tu payes tout seul, je te dirais. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. On invite les gens qui nous écoutent à aller voir le site web, c'est? Oui, c'est opalchalet.com. Au pluriel? Oui, chalet au pluriel, effectivement, oui. Très bien. Puis est-ce qu'on peut, comme sur le site, t'envoyer de l'argent, tout ça? Ben, si vous en voulez un, je vous accueille dans la communauté avec plaisir. OK, mais sinon, sur le site, on va avoir toutes les infos qu'il faut pour passer à la prochaine étape si ça nous intéresse. Oui, ben dans le fond, c'est sûr qu'idéalement, vous venez visiter le terrain puis nous rencontrer. Tu sais, ça reste une communauté, fait que je suis vraiment impliquée dans le processus. Il faut vraiment que tu aies envie de frencher ton voisin un petit peu quand même. Là, ben sinon, oui, puis non, parce que c'est un chalet puis c'est locatif. Non, c'est pas une secte bizarre. Oui, c'est ça. Dans 2 ans, ils vont mettre le feu à la forêt. Laurence Archambault de chez Opal, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Ben, merci à vous. Puis enchantée. Vraiment. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On est avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Josiane Lapierre. Elle est directrice générale de Contresavable.com. Salut Josiane. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu peux-tu nous expliquer ce que ça fait Contresavable.com? Oui, en fait, contresavable.net par du c'est bon. Donc, on va changer le bandeau, d'ailleurs. Donc, contresavable.net, en fait, gère le flux de trésorerie des entreprises. Donc, dès qu'une facture est émise, on s'assure que le paiement rentre dans les délais demandés du client, dans le fond, selon un scénario établi. Il y a beaucoup de PME québécoises qui souffrent de ne pas être payées dans les temps. Là. J'imagine que c'est ça l'opportunité que vous avez un peu saisie. Peux-tu nous donner, je ne sais pas si tu as les chiffres, mais c'est-tu un gros problème? Je veux dire, nous, on est les deux entrepreneurs. Je veux dire, on a des fois attendu 60 jours. Je vais te montrer mes comptes à recevoir. Je vais te dire combien que c'est un gros problème. C'est quoi la grosseur? Mettons, à l'échelle québécoise, c'est un vrai gros problème, comme tous les business ont ce problème-là? Pour être bien franche, j'en ai aucune idée. Cependant, ce que je sais, c'est que le besoin est criant. Parce qu'à chaque entrepreneur que je rencontre, en fait, on a toujours un besoin. Soit qu'on me parle de recouvrement, soit qu'on me parle que c'est sa comptable qui va le faire, soit qu'on me parle que c'est incroyable, là, le taux élevé, le pourcentage élevé là, dans le 45 jours et plus qui peut s'y ramasser. Puis on parle d'un flux de trésorerie, dans le fond, là, pour faire grandir l'entreprise. Donc, contresavable.net essaie plus souvent qu'autrement là, de pouvoir rapetisser le tout pour que le flux soit plus constant. Puis, tu sais, il ne faut pas se le cacher à un moment donné, là, si tu es, comme dans notre cas avec de la facturage, si nos comptes recevables dépassent le 60 jours, ils sont tout simplement plus marginés. Là, exact. Ça vient encore plus, pas aider la situation, mais donc, c'est une plateforme technologique, je présume. OK? Mais comment vous vous liez au système en place de comptabilité? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, tu sais, si quelqu'un utilise, je vais nommer n'importe quel, le QuickBook, Kiwili ou whatever, système de facturation. Mais comment que vous vous liez à ça? En fait, c'est tout simplement une exportation. Exemple, QuickBook. On va prendre QuickBook. Moi, je peux tout simplement le synchroniser avec mon logiciel. Donc, ce qui fait que les encaissements sont toujours à jour. Parce qu'il n'y a pas rien de plus irritant que d'appeler un client qui a déjà payé sa facture. Donc, on s'arrange. En fait, par le biais de la communication et l'automatisation, on est capable de tout linker. Et puis, à ce moment-là, c'est plus facile pour nous, les agents, de pouvoir émettre des appels téléphoniques parce qu'on s'entend que c'est le fun de faire des suivis de courriel ou quoi que ce soit, mais l'appel téléphonique est un must aussi pour tous les entreprises. Vous vous rendez, c'est ça de ma compréhension. Là, vous vous rendez jusqu'à appeler le client d'un client pour lui dire
Ta facture est en retard. Exact. Peut-on avoir une date de paiement? Mais c'est pas comme l'affacturage. Tu sais, dans le fond, nous, on le fait au nom de l'entreprise. Et Oui, tout je est comprends. à l'image de l'entreprise. Donc, demain matin, je travaille pour Philippe et Francis. Donc, bonjour, c'est Josiane de chez Philippe et Francis. Je vous appelle aujourd'hui C'est comme concernant la facture. notre personne à la compta. Là, Exactement. finalement. Ah oui, d'accord. C'est tout ce que la comptable aime pas faire, nous, on aime ça le faire. Je pense qu'il y en a un qui va peut-être devenir client chez vous. Comment t'es venu? C'est quand même niche. Là. Je comprends que le besoin est criant, mais comment on arrive à dire c'est ce que je vais faire dans la vie? Là. Non, on dit pas vraiment ça. Non. T'es tombé dans la marmite quand Oui, t'étais petite, exactement, là, tout mais simplement. encore, comment t'es Mais encore, en retrouvé, fait, moi, je viens d'un monde d'appels, de centre d'appel. Donc, OK. j'avais une grande facilité au niveau de la communication. Et puis, du Ça jour au paraît lendemain. pas du tout. Ah, OK. Et puis, du jour au lendemain, en fait, je suis arrivée dans un bureau de crédit. J'ai adoré. Ils m'ont mis au département de recouvrement. Donc, Sure. Ça roule. Je suis tombée dans ma marmite. Et Ouais. puis là, j'ai fait, waouh, j'adore ça. Puis je me posais souvent la question, pourquoi Tu que dois je être fais une un bébête appel. spéciale pour aimer ça, là, tu sais. Mais j'avais des objectifs, c'est ce qui était le fun. Tu sais, on OK. faisait de la collection pour un grand bureau de comptable, puis j'avais des scores épouvantables. Donc, je me disais, comment se fait-il que moi, je fais un appel téléphonique, puis je suis en mesure de récupérer les sommes qui sont dues, tandis qu'eux ont fait maintes et maintes tentatives, ils n'ont pas réglé le problème, ils sont pas allés à la source, est-ce qu'ils ont écouté le client, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai tombé en amour avec le métier. Et puis, par la suite, mon employeur a fait faillite. Donc, il ne m'a pas payé pendant 2 mois. Oh. Est-ce que tu l'as collecté pour. Oh, je l'ai collecté. Je l'ai bon. collecté et OK. puis je me suis repayée. Donc, puis de fil en aiguille, ça a fait ma passion, c'est comme agrandi. Je me suis dit, comment je peux aider les entreprises sans être obligée. Je me sentais un petit peu, comment dire, imposteur parce que je faisais un appel, tu sais, à 25 du montant ou à 20 du montant. Je Ouais, me disais, parce que comment les je peux agences créer... de collection chargent 20 Oui, à c'est à 25%. pourcentage. Donc, Ouais. comment que moi, je peux créer une récurrence pour pouvoir mettre en place un service constant puis que je peux aider l'entreprise du début jusqu'à la fin. Tu sais. Donc, l'équipe est vraiment toute là pour l'entreprise. On a un soutien constant. On travaille en amont avec l'équipe à l'interne aussi. Donc, puis avec le manque de personnel, plus souvent qu'autrement, puis qui n'aiment pas cette tâche. Mais sais-tu, c'est là, puis sans nous donner des secrets de la caramel, là, mais c'est un service que tu payes mensuel, c'est un pourcentage de collection, ça marche comment? C'est vraiment un service mensuel. Là, mon équipe et moi, on a mis un algorithme en place selon le nombre de factures, le nombre de clients collectés versus un temps. Ouais. Puis, exemple, je peux dire, je sais pas moi, 80 factures, je dis n'importe quoi, là, on prend pas ça Non, pour du mais, cash. ouais. Hein? C'est méta. 80 factures dans le mois, je vais coûter 1200 par mois. Mais je vais être récurrente. Donc, je vais toujours être là du début jusqu'à la fin. Tu sais, si on veut un service jusqu'à 8 heures le soir, les fins de semaine, le samedi, on a le droit. Donc, est-ce que c'est du B2B, du B2C? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est ça, tu fais aussi des particuliers. Parce que moi, quand on a parlé de ça, j'étais tout dans ma tête, parce que peut-être parce qu'on est les deux un peu des consultants, mais tu sais, pour moi, c'est comme, ben, tu vas collecter des municipalités, puis des PME, mais tu fais aussi pour des particuliers. Là. Oui, par exemple, on a une école de l'automobile, donc tu sais, c'est des personnes, donc c'est important. Qu'eux, ils ont plus que 80 factures, là, Eux autres, ils ont beaucoup plus que 80 c'est ça, factures, tu sais, puis Ouais. tu sais, on s'entend que c'est des personnes dans la vingtaine, donc c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une stratégie en arrière de ça, on n'a pas le choix. Il faut vraiment travailler en amont avec l'équipe pour faire grandir l'entreprise, puis tout ça par rapport au flux de trésorerie. Tu sais, donc, C'est quoi l'histoire, excuse, je m'en vais vas-y, dans le vas-y. champ gauche, c'est quoi l'histoire la plus rocambolesque que tu as entendue pour J'aime pas ça. payer ta facture? Moi, j'en ai entendu des vertes et des pommures. Non, mais là, une, là, que tu dis celle-là, là, c'était quelque chose. là. Off. Tu sais, il y a une grand-mère qui peut être morte 8 fois. Ce que j'ai aimé le plus... Ah ouais, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a tout. Tu sais, à l'interne, nos appels sont enregistrés, entrant, sortant. Donc, moi, demain matin, OK, Philippe, hey, comment ça va ta grand-mère? Tu sais, oh, comment ça que c'est ça, elle? Mais c'est toutes des petites notes qu'on se laisse, tu sais, pour être sûr. Qu'elle est morte il y a Qu'elle est 3 morte, là, mois, puis 3 là, elle vient mois. de Donc, remourir, ça me dérange là, pas ouais, de c'est dire, ça. hey, écoute, Francis, ça fait 4 fois que ta grand-mère est morte. Là. Veux-tu me sortir d'autres choses? Tu sais, là. Donc, c'est oui, mais ce qui est le plus fun, je pense, c'est d'éviter la fraude en entreprise. Donc, on a plusieurs personnes qui sont malhonnêtes dans la vie. On a déjà réussi, tu sais, en étant... Moi, j'encaisse pas les paiements. Je ne facture pas et j'encaisse pas. Donc, je suis vraiment l'entre-deux, je suis à l'écoute. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut prévenir la fraude chez les entreprises. Ce qui nous est déjà arrivé de s'ouvrir un fraude. Tu sais, il y a déjà eu une fraude de 800 000 à l'interne. Donc, de pouvoir soulever le flag, dire, OK, regarde, on s'en va là. Déjà des comptables qui ont volé les entreprises avec lesquelles je travaille.
Puis trois comptables qui volaient à qui mieux dans l'entreprise. Mais tu sais, on lève un flag aux rencontres, 2 flags, 3 flags. Là, OK. Mais c'est quoi? C'est de l'émission de fausses factures? Mais on se rend compte que les paiements, finalement, tu sais, le débiteur nous dit, écoute, j'ai payé, voici mon chèque, vous l'avez encaissé. Ouais. Super, on a la preuve, mais il n'est pas dans le compte. Il est dans un autre compte. OK. Donc, on peut prévenir la fraude. Il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en amont avec les entreprises. Instaurer des limites de crédit. Est-ce que c'est bon pour vous de facturer au prorata? Est-ce que c'est bon de faire des dépôts? Est-ce que c'est bon de... Donc, est-ce que les termes sont réalistes avec votre entreprise? J'ai beaucoup d'entreprises qui laissent 60 jours, 80 jours. Ouais, mais c'est des bons clients. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je reviens peut-être, encore une fois, moi, comme j'explique, puis Phil aussi, on travaille avec d'autres entreprises, là, fait que c'est B2B. Je ne sais pas dans quelle mesure... Puis tu dis que tu t'adaptes évidemment à chacun de tes clients, mais moi, j'aurais cette crainte, là, puis prouve-moi l'inverse, mais que tu parles à mon client, puis que là, tu comprends que ça crée que moi, je gère actuellement ma propre facturation, puis c'est aussi un point de contact avec le client. Oui. Hey, tu m'as pas payé, j'espère que ça va bien, on fait une phase 2, là, tu comprends ce que je veux dire? Comme de déléguer ça, c'est quand même un peu sensible dans certains cas. Comment vous traitez justement le fait que le client, même s'il paye pas, des fois, on veut le garder. Là, moi, je vois ça d'une autre façon. Ouais, en fait, moi, je vois que les clients peuvent se permettre de me dire plus de commentaires. Écoute, je l'aime bien, mais ça fait 4 fois que, il ne m'a pas livré mon rapport à temps. Je suis toujours en retard. Ta facturation n'est jamais bien faite. Donc, j'aime avoir l'expertise. Ouais. Puis, à mes rencontres, je le mentionne, les clients sont vraiment fiers, sont vraiment contents. Par contre, il faudrait changer ça, Donc, c'est juste d'améliorer les situations. Puis moi, je pense que de faire une cassure entre nous et le client, c'est bon de s'en départir aussi. Dans le B2B, Francis, plus l'entreprise avec qui tu traites est grosse, là. Comme moi, là, je vais me prendre un exemple. Là, une municipalité. Oui, c'est pour ça. La municipalité, tu as la ville de Longueuil. Les RH qui approuvent le contrat. L'approvisionnement. On commence. Des fois, on peut avoir PO, commencé un mois de travail, puis on n'a pas encore le PO. Mais la personne qui nous a embauché dit « Inquiète pas. » Oui. Là, le PO arrive, là, on envoie une facture, puis là, tout jam. Non, mais tout jam parce qu'il dit « Tu as fait les heures avant le PO. » Là, mais là, ça prend... Puis mais déjà qu'une ville paye en 60 jours, tu comprends? C'est fou, là. C'est fou. Mais ça, vous êtes capable, justement, là, de faire... Parce que là, moi, là, si tu savais le nombre de cas j'ai sur mon propre bureau où il faut que je démêle des niaiseries comme ça. Combien de temps ça prend, juste pour le plaisir? Honnêtement, là, c'est parce qu'on est en forte croissance, mais honnêtement, c'est... 1 200 $ par mois. Oui, c'est ça. Non, on prend pas ça pour du cash qu'on a dit. Non, mais j'ai déjà signé. C'est ça. Non, mais c'est bon aussi de s'en départir parce que, c'est du temps. On ne se cachera pas, je n'ai pas le secret de la caramilk. On prend le téléphone, on appelle, on fait des suivis. Puis, en bon québécois, il faut que nos babines suivent nos bottines. Donc, si je te rappelle demain 6 heures, demain, je te rappelle. Donc, c'est courriel, appel. C'est ça le secret de la caramilk. Mais comment tu fais pour grossir une business comme ça? Parce que je vais utiliser un terme anglophone parce que je ne connais pas le terme francophone. Mais tu sais, c'est difficilement scalable. Tu sais, c'est du monde. Et toi, il faut des humains qui appellent. Ça me prend des humains, certainement. C'est un ordi, un téléphone, un humain. Vous êtes combien? Oui. Là, on est rendu une quinzaine. Okay. Oui. On a eu de la restructuration, je ne mentirais pas, parce que ça fait 10 ans qu'on est ouvert là, au mois de mai. Donc, on a toutes les phases là, des entrepreneurs. Mais là, on est rendu une quinzaine. Donc, très fiers. Okay, très bien. Puis, je me demandais peut-être en finissant, mais tu sais, des fois, un client va pas vouloir payer ou va vouloir payer moins ou je sais pas quoi parce que, tu le disais, là, la prestation n'a pas été faite, whatever. Puis là, on rentre dans tout un univers de comme interprétation contractuelle. Tu sais, c'est quoi ton degré d'expertise? As-tu des avocats, toi, qui vont regarder le dossier? En fait, moi, j'aime bien dire qu'on est un département de crédit externe pour toutes les entreprises. Donc, on est vraiment tout le département complet. Donc, on peut faire les ouvertures de compte, on peut faire des quittances pour les entreprises, des dénonciations, des hypothèques légales, instaurer des limites de crédit. Mais c'est important aussi d'avoir tout ce qui est après. Donc, nous, on prévient, on est en amont, mais ça se peut là, qu'il y ait un grand litige en entreprise. Donc, oui, on a les avocats à l'interne avec lesquels on travaille. Donc, à ce moment-là, ce qui est le fun pour le client, c'est qu'il ne s'en occupe pas. Donc, on fait juste lui discuter, sortir le contrat, regarder les faits, parce que chez nous, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris.
Je comprends. Simplement. Très intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, Josiane Lapierre, directrice générale de compterecevable.net. Exact. Alors, merci d'avoir été avec nous autres. C'est fort intéressant. Puis effectivement, je pense que c'est un service qui peut nécessairement aider une panoplie d'entrepreneurs qui passent Bien un de temps nos fou, auditeurs. bien de nos auditeurs qui passent un temps fou à faire ça. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Il existe quand même au Québec pas mal de programmes, de résidences, d'univers qui permettent le développement de l'entrepreneuriat, des fois au niveau de l'idée, des fois un petit peu plus loin, des fois plus tard dans le processus à vraiment développer, à commercialiser les produits et services. Ça a des noms, tout ça, Startup, Scale-Up, etc. J'ai même mon ancien associé là, qui a lancé le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, la main, là, vous connaissez peut-être, messieurs. Et bref, on voulait parler de ça. Ça fait longtemps, Phil, qu'on s'était dit qu'on en jaserait. On a donc en studio avec nous Cédric Lafrance et Luc Giguère. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux impliqués dans une entreprise qui s'appelle Accélère. Puis vous avez annoncé récemment un programme Accélération en partenariat avec Fasken, si j'ai bien compris. Exactement. Peut-être en quelques mots, là, déjà, nous dire qu'est-ce que vous proposez de nouveau, comme je dis, dans un marché où il y a quand même déjà pas mal d'acteurs là, qui sont présents. Tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup de formations qui sont offertes dans le monde de l'incubation, donc pour le monde des startups. Ouais. Et il existe aussi d'autres types de parcours pour les entrepreneurs qui ont eu différents types de succès ou amené l'entreprise à un certain niveau. Ouais. Mais il y a comme un trou, on va l'appeler dans le marché, qui est manquant pour les entreprises qui ne sont pas start-up en mode scale-up. Okay. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment de venir soutenir les entreprises qui sont dans cette phase de croissance-là. Donc, c'est des entreprises qui existent déjà. Exact. Qui font de l'argent. Oui. Qui ont des revenus, qui ont des clients, etc. Mais peut-être qu'ils sont bloqués à quelque part ou ils veulent atteindre un autre niveau, ils ne savent pas comment. Ce que nous, on appelle souvent des goulots de croissance. Oui, OK, c'est ce que j'avais en tête, goulots de croissance. Ou encore, dans le fond, des entreprises qui cherchent différents types de ressources ou stratégies pour passer à la prochaine étape. Donc, on va parler parfois des étapes de financement. OK. Et donc, toi, Cédric, tu es président de Accélère. Exact. C'est une boîte de conseil. C'est une boîte de conseil. À la base. C'est un cabinet de conseil. Fait qu'on est comme des concurrents. Je blague. Tu as des employés, tout ça, ouais. On est plusieurs consultants. OK, très bien. Puis donc là, vous avez lancé ce programme-là dans la firme, donc si je comprends bien, qui est un programme d'accélération pour les scale-up. Puis donc, Luc, je me tourne vers toi. Oui. Tu es entrepreneur en résidence? Oui, c'est le terme qui a été développé. Ça vient encore de Silicon Valley, naturellement. Ouais. Normalement, le terme a été, au départ, c'est des entrepreneurs qui venaient de vendre leur entreprise puis qui allaient épauler d'autres entrepreneurs qui étaient financés par les mêmes ventures, les fonds de capital de risque. Et puis, le terme a été appliqué par après à les gens qui étaient responsables d'accélérateurs dans les universités, ce que j'ai été longtemps, ici à l'ETS et au Santec. Donc, ces programmes-là sont faits vraiment pour des startups, c'est-à-dire que quand ils commencent ce programme-là, c'est 2, 3 cofondateurs, cofondatrices, ils ont une idée, puis là, on les accompagne pendant 12 semaines pour qu'ils peaufinent ça. Ouais. Mais donc ça, il y en a beaucoup. Puis il y en a qui sont très bons. On en a de très bons aussi. Les universités en ont oui, il y a même le University Business Incubator. C'est un organisme qui est basé en Suède qui fait le classement. Donc, il y a ça, puis j'ai participé à ça. Puis comme au Québec, on connaît bien l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est pour des entrepreneurs beaucoup plus matures. Justement, entre les deux, on s'est aperçu qu'il y avait cet espace-là qui était vide. Ouais. Donc là, on est pour des entreprises qui ont 2, 3, 4 ans d'existence, qui veulent faire un scale-up, c'est-à-dire qu'ils ont la base qu'il faut, leur produit est développé, ils ont leur premier client, mais là, ils veulent aller une certaine croissance, puis nous, on va les accompagner pour qu'ils puissent structurer l'entreprise, se structurer comme entrepreneur de manière à devenir intéressant pour les capitales de risque qui vont faire ce qu'on appelle une série A. C'est-à-dire c'est la première grosse ronde de financement là, qui est professionnelle, puis tout ça. Donc, que ce soit des firmes de capital de risque à Montréal ou à Toronto. Donc, c'est le but un des buts de ce programme. C'est ça. Fait que le point d'arrivée, là, on pourrait dire, d'un programme comme ce que vous proposez, c'est se préparer un peu à ça, là, une première grosse ronde de financement. En bon français, il
ils vont avoir à la fin leur data room pour aller discuter avec les firmes de capital de risque. Moi, j'ai une question par rapport à pourquoi s'allier à une boîte d'avocats? Que je connais bien, pour votre information, je les connais bien, ce sont mes partenaires dans ma propre entreprise. Puis pourquoi je trouve ça intéressant. J'ai une réponse, je vais laisser la première réponse à Cédric. Premièrement, pour nous, c'était important aussi de s'associer à un cabinet qui va soutenir, dans le fond, ou qui peut soutenir les entreprises participantes ou même d'autres types d'entreprises dans cette phase de croissance-là. On arrive à un stade d'entreprise où la structure va aussi passer par des fois des structures d'actionnariat, des structures aussi financières, des structures légales pour maximiser si tu veux la lever croissance. des capitaux, tu n'as pas le choix de faire ce bout-là aussi. Là, donc, évidemment. pour nous, on veut travailler avec des entreprises qui visent aussi sur le plan international. Donc, pour nous, c'était aussi de donner des moyens à je vais l'appeler les étudiants ou les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs. Les entrepreneurs de la cohorte, d'avoir accès justement à cette expertise-là. Donc, pour nous, c'était naturel de faire ce partenariat-là avec Fasken. Ce que je comprends, c'est que beaucoup puis tu donneras ton point de vue, Luc, mais tu sais, beaucoup d'entreprises, justement, vous les prenez, c'est plus deux gamins à la maîtrise. Là. C'est des business qui, comme je l'expliquais, qui ont déjà un modèle d'affaires, qui ont déjà peut-être des clients, qui ont déjà des revenus. À ce stade-là, ma compréhension puis ma connaissance, souvent, ils ont déjà un cabinet d'avocats. Oui, pas nécessairement celui qu'il faut pour aller mais c'est plus ça, loin. Mais ma question, c'est, est-ce que souvent, ils vont être avec un cabinet plus petit qui n'aura pas nécessairement qui aura pas nécessairement l'expertise comme une firme comme Fasken de faire du financement de capital de risque. Ils en font. C'est leur bread and butter de leur côté. Là. Donc, c'est un partenaire qui était... Il y en a d'autres qui en font à Montréal. Il y aurait pu y avoir d'autres partenaires, mais c'est Fasken parce que, justement, ils en font. C'est une de leurs spécialités, ces fameuses séries A, série B. Ça fait partie de leur spécialité. Okay. Puis là, donc, vous lancez ça, accélération, on comprend le jeu de mots. Demain matin, il se passe quoi? Là? Avez-vous déjà des gens dans un genre de pipeline? Est-ce que ça a déjà commencé? Ça commence le 15 octobre, le 22 janvier? 26 octobre. J'étais pas loin. Hein? Mais justement, là, comment qu'on trouve c'est combien? Là, vous parliez de cohorte, là, c'est 2, 8, 25? 12 à 15. Ouais, ben c'est ça. Donnez-nous un peu l'aperçu de concrètement, puis combien de temps, puis je peux-tu être formateur là-dedans? Je blague, mais tu comprends, comme c'est quoi le setup, là, finalement? C'est 12, premièrement, c'est 12 à 15 entrepreneurs / entreprises. C'est 12 semaines. Contrairement aux autres programmes, ce ne sera pas d'un seul coup. Il va y avoir 6 semaines avant le temps des fêtes, puis 6 semaines à l'hiver, pour leur laisser du temps entre les deux de finaliser la structuration de leur modèle financier. Et puis, ce programme-là aussi, c'est que la différence, parce que c'est moi qui vais le construire, le programme, par rapport au programme d'accélérateur. Je disais tantôt à Cédric, quand tu passes dans le programme d'accélérateur, c'est un genre de programme de vaccination. On les prépare que tu vas avoir à faire des ressources humaines, tu vas avoir à faire de la planification stratégique, tu vas avoir à faire ça. Bien, en réalité, ils le font pas vraiment parce qu'ils sont pas rendus là. Mais là, ils sont rendus à une certaine étape, puis ils viennent vers moi, c'est mes anciens étudiants / entrepreneurs. Puis là, ils viennent me voir. Hey, Luc, il y a 2 ans, tu nous avais dit que quand on aurait 25 employés, là, on commencerait à avoir des problèmes de ressources humaines puis de gestion de ressources humaines. Ben, on est là. Hey, Luc, quand on a pris ton programme il y a 4 ans, tu nous avais dit que quand on rentrait sur le marché américain, on aurait une poursuite. Ben, on était préparés, mais là, maintenant, on le vit. Là. Fait que c'est la grosse différence avec ce qu'on fait dans les accélérateurs universitaires, c'est qu'on arrive au point où là, ils sont dedans. Là. Ils vivent le problème. Là. Ils ont le problème de ressources humaines, ils ont le problème de propriété intellectuelle, ils sont dedans. Là, puis c'est justement ça qui accroche leur croissance. C'est qu'ils sont dans ces problèmes-là. Puis c'est aussi là, ce qui arrivait chez les clients chez Accélère, ça revenait toujours les mêmes problèmes. Comme tu disais, il y avait la phase de vaccin. Là, ils attrapent la maladie, puis on est là pour leur offrir, dans le fond, les outils, les ressources puis les stratégies nécessaires pour
Voilà, le traitement. Tu as parlé un peu de ton parcours, là, que j'aimerais peut-être creuser un peu plus, puis aussi qu'on t'entende, Cédric, là-dessus. Mais donc, tu as été toi-même entrepreneur à une époque. Ça fait. C'est toute ma vie adulte. En fait, en sortant dès le moment où je suis sorti de l'université en 91, on a fondé une première entreprise qui était la première entreprise à faire du traitement de carte de crédit en mode libre-service. Maintenant, c'est partout. Mais ça n'a déjà pas existé. En tout, à cette époque-là, les transactions par carte de crédit, ça se faisait encore avec la Chick-a-Chick, comme la carte d'assurance maladie. Comme la carte d'assurance maladie est encore comme dans ça. Dans restaurant, j'ai fait du schlick-a-schlick, là, je te confirme. Puis la deuxième qui était pas mal un de nos plus gros succès, donc Telweb dans les années 90, qu'on a vendu en 2000, en fait, pendant la bulle Internet, qui faisait des terminaux Internet qui remplaçaient les téléphones publics. C'est une technologie de transition. Puis après ça, j'ai créé ma propre firme d'investissement. Je suis allé travailler pour la multinationale que j'ai achetée en bon québécois, Golden Cage, là, dans la cage dorée. Très bien puis payé, j'ai monté une firme d'investissement. J'ai fait des investissements, des bons, des mauvais. Puis ensuite de ça, j'ai fait la restructuration d'une start-up, justement, pour essayer d'en faire une scale-up qu'on a vendu avant le scale-up. Puis finalement, le TS a commencé à avoir un cours d'entrepreneurship, puis on m'a appelé pour être conférencier, puis après ça, on m'a demandé de donner le cours, puis après ça, on m'a demandé de refaire les programmes du Santec. Je me suis fait prendre un peu là-dedans, et puis la pandémie est arrivée, puis je suis tombé un peu en pause, en pré-retraite, puis je recommence à me réimpliquer, donc je donne le cours à l'Université Laval, puis je vais donner cette formation-là. Donc, un long parcours de 34 ans. Parce que j'ai commencé. T'as 34 ans, c'est ça? Non, c'est ça. J'ai commencé, j'ai 34 ans de 34 ans US. 34 ans US, c'est ça. Donc, voilà le parcours. Donc, puis, j'ai peut-être passé dans les programmes d'accélération venir jusqu'à date, puis peut-être à peu près 250 projets. Puis j'ai donné le cours à venir jusqu'à date à probablement 700-800 étudiants. D'accord. Fait que quand tu dis que tu les revois, là, c'est souvent les mêmes. Là, puis là, on commence, comme ça fait un petit bout de temps, je commence à voir qu'ils sont des succès assez incroyables. C'est probabiliste. Si tu en as un assez grand nombre, il y en a quelques-uns. Parlons de toi un peu, Cédric. Avant de te lancer dans cet univers-là, qu'est-ce que tu as fait? Je viens du monde des technologies. Okay. Avant le monde des technologies, j'étais un ancien athlète. Je jouais au hockey. J'étais gardien de but. Puis c'est ce qui m'a amené à avoir des études sur le plan international. J'ai une maîtrise en développement international des affaires du côté de la Suisse. J'ai vraiment eu un parcours très atypique. Il y a de pires endroits. Exactement. Puis, en fait, ce qui est intéressant dans ce parcours-là, c'est qu'en Suisse, l'économie est une économie dans c'est encerclé de l'Europe, là. De l'Europe. Ouais. Donc, c'est les francs suisses dans l'Union européenne, qui est les euros. Fait que c'est un pays aussi qui est très centralisé à travers d'autres types de cultures, de pays. Donc, eux, pour survivre, dans le fond, doivent faire beaucoup de commerce international. Alors, ce parcours-là m'a amené justement un peu le bagage que j'ai aujourd'hui pour pouvoir accompagner différentes entreprises dans leur phase de croissance. Et avant de lancer Accélère, j'avais œuvré dans différentes entreprises technologiques et de services, dont une d'ailleurs qu'on avait amenée là, à plus de près de 100 employés là, au moment de mon départ, à les 2 entreprises combinées. Donc, c'est pour moi un parcours qui m'amène justement avec quand même un bagage pour soutenir les entreprises dans ces différentes phases-là aujourd'hui. Puis, c'est pour ça que je suis content puis fier de pouvoir offrir ce programme-là en collaboration avec Luc. Ça commence dans quelques semaines. Il reste de la place. Oui, il reste de la place. Comment on fait pour s'inscrire? Expliquez-nous un petit peu, là, mettons, parce que ça va être diffusé. Il y a probablement quelques milliers de personnes qui vont nous écouter. Comment on accède à vous, à ça? Comment on rentre dans un funnel comme celui-là? Donc, c'est assez simple. On a une page dédiée pour le programme et l'inscription sur notre site web, donc sur accélère.ca. On a un petit onglet qui s'intitule « Formation ».
Et puis, les entreprises soumettent leur intérêt, leur candidature pour leur programme. Puis Luc et moi aurons un processus de sélection des entrepreneurs. Vous avez commencé à en recevoir, j'imagine, déjà? Oui. Puis là, donc, il y a une sélection. Là. C'est pas on s'inscrit puis on est admis. Là. Non, il y a une sélection. On veut vraiment, après avoir une bonne interview avec les entrepreneurs, de vraiment avoir des gens qui sont sérieux puis de sentir que ça va valoir la peine de donner ça. Parce que c'est comme dans des cohortes de MBA exécutif, il va y avoir aussi les entrepreneurs entre eux vont s'apprendre des choses puis vont partager des connaissances. Il y a du co-développement qui va être fait. Il y a du co-développement qui va être fait, puis justement, c'est de créer une cohorte, puis ces gens-là, par après, ils vont continuer de s'échanger même après le programme, parce qu'ils vont s'être connus, puis ils vont partager des expériences. Il faut payer, vous prenez de l'équité? Non, on ne prend pas d'équité. Ça donne, je connais assez bien ce milieu-là. Il y a des différents modèles. On ne prend pas d'équité, non. Non, c'est un programme qui est payant. Donc, c'est un programme de 10 000 okay. Donc, pour 12 semaines. Pour 12 semaines, effectivement, qui s'étale sur 12 semaines. Pas cher. Donc, c'est raisonnable pour les entreprises. De d'affaires, puis, c'est des entreprises qui... c'est un des filtres aussi, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont rendues à être capables de payer ça. Donc, effectivement, c'est pas pour des startups qui ont de la difficulté à payer un loyer de 250 $. Puis, vous parliez de l'entrepreneur. Des fois, c'est un partnership. Il y a 2-3 personnes à la tête. Est-ce que vous admettez tout le C-suite ou c'est un peu comme à l'école d'entrepreneurship de Beauce? C'est le président. Là. Comment ça fonctionne? Puis, tu peux dire, ceux qui ont 25 employés, là, ils ne remettent pas les 25 dans vos bureaux. Là, comment ça fonctionne? Surtout pour le ou la CEO, là, donc qui occupe le poste de président d'entreprise. Puis il y a certains quand même des ateliers où effectivement la personne des finances, la personne de technologie, la personne de marketing va être sollicitée. Puis à ce moment-là, l'entreprise pourra avoir 2 ou peut-être 3 personnes, mais surtout 2. C'est-à-dire le présidente, puis un autre qui est dans le sujet là, de cet atelier-là en particulier. Très intéressant, en tout cas. Je vous souhaite évidemment un bon démarrage, on pourrait dire, de ce nouveau programme-là. J'imagine que ça va être... Nous, on est un start-up. C'est ça. Ça va être annualisé, là. C'est pas un one-shot. C'est ça. Biannualisé. Parfait. Ben oui, c'est ça. Évidemment, il y en aura qui va partir tous les mois, éventuellement. Donc, Cédric Lafrance, Luc Giguère, donc ce programme Accélération, on le trouve sur le site d'Accélère, onglet formation, si on veut s'inscrire. Merci d'avoir été avec nous en studio. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Francis, merci. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Merci d'avoir été à l'écoute. Phil, ça conclut notre émission spéciale de la rentrée. On pourrait dire un coup de cœur de l'émission d'aujourd'hui? Un coup de cœur, moi, ça a été vraiment le projet Opal là, dans la Nodière. Projet de plusieurs chalets qui vont essayer de créer une communauté alentour d'un lac, une rivière, plateforme de yoga. Il y a un pavillon central. C'est le yoga qui t'a eu? Permet. Non, mais je trouve, encore une fois, là, je l'ai dit pendant l'émission, mais il y avait quelque chose qui existait dans ma jeunesse. Ça s'appelait le domaine Miramont. Ça n'existe plus. Ouais. C'était exactement ça, mais c'était juste beaucoup plus gros. T'en as parlé tout à l'heure. C'est ça. Évidemment, moi, je salue Cédric, Luc, Josiane. Là, c'était vraiment intéressant de vous entendre. Je vais quand même revenir là, sur FDB, François Degbirbé. Je rappelle. J'avais tellement de la misère à me concentrer pour pas rire. Je rappelle que c'est un personnage, juste pour vous remettre en contexte. Ne faites pas ce qu'il vous dit de faire. En tout cas, faites ce que vous voulez. Donc, juste rappeler, il est en spectacle le 28 septembre en format 5 à 7, réseautage to the top, suivi d'une conférence inspirante. Il y avait des billets carrément, on pouvait s'asseoir sur la scène. Ils sont déjà vendus, mais sinon, vous pouvez avoir, je pense, c'est la C-Suite, là, c'est les meilleurs billets, puis évidemment, quasiment les losers, les gratte-ciels, en arrière. Mais bref, ça va être un bon spectacle. Suivez-le sur les médias sociaux, là, sur Instagram, FDB_CEO. C'est hilarant, ces capsules. C'est toujours des petites bribes de conseils, de succès, mais c'est complètement délirant. Donc, bref. Satirique. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio ou nous envoyer un petit texto 1-877-827-2346. On se retrouve tout au long de la saison. Envoyez-nous vos recommandations, vos commentaires, vos critiques, peu importe. Et puis, si vous voulez pas le faire via ces canaux-là, retrouvez-nous sur les médias sociaux. Phil et moi sommes toujours ravis de vous lire ou de vous répondre. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.